Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur le blog Corps et Esprit Martial, la dernière de Kassem Zougari. Eh oui, mais alors le pauvre, ça fait quand même, là on est à 6h40 de tournage quasiment, et il y en a encore une. Alors franchement, allez le soutenir sur les réseaux sociaux, allez le soutenir, allez voir ses livres si vous avez aimé les 6 premières interviews. Parce que là, il va donner la dernière, il va donner tout ce qu'il a. On n'a pas pris de pause, ça s'enchaîne. Et vraiment, voilà, allez-y. En plus, le thème devrait vous plaire. On va être sur la transmission, comment transmettre les astuces, ses clés, sa façon de transmettre. Un art qui est difficile, un art qui est compliqué, qui est celui du ninjutsu. Donc voilà. J'espère que c'est un thème qui va te parler, Kassem. À la transmission, ça parle. La transmission, en règle générale, ça parle. Et puis, voilà, tu es quelqu'un qui est vraiment dans cette bienveillance, dans la transmission. On l'a déjà vu le temps que tu viens de passer sur cette chaîne. Donc voilà. La première chose, on l'a déjà un peu évoqué, mais voilà, je préfère reposer le contexte. Est-ce que, selon toi, une discipline a forcément beaucoup de sens au-delà de son créateur? C'est une bonne question. Très bonne question. Ça dépend de quelle discipline. Ça dépend, on va dire, ça dépend du charisme. Surtout, ça dépend de l'envergure du maître, du fondateur. Quel type d'homme c'était et comment le savoir va être transmis et par qui. Il faut savoir que quand tu regardes, on prend une école simple, que ce soit le Katori Shintoryu. Alors, je me répète quand je dis le Katori Shintoryu, je pourrais utiliser des écoles Natsumi, mais bon. Mais je préfère utiliser des écoles qui nous parlent à tous. Hein, que même si vous pratiquez un art martial chinois ou un art martial coréen, ou même du Penchak Silat. Hein. Alors, il y a quand même une grande différence, mais elles se lient toutes dans le fait de la transmission. Donc, un homme, une femme, qui transmet, qui dit, qui parle à un homme ou une femme. Et il y a une chaîne de transmission, une chaîne initiatique de transmission. Pour ces écoles qui ont pu garder ça, même quelqu'un qui pratique le Penchak Silat ou quelqu'un qui pratique un art martial chinois, il y a eu une chaîne de transmission. Alors qu'elle se soit interrompue ou pas en fonction de l'histoire, en fonction du cadre historique, contexte, etc., ça c'est une autre chose. Mais si chaîne initiatique il y a eu, ce qu'on peut dire en général, c'est que cette chaîne a d'abord le fondateur, celui qui va amener la magie, le cling qui brille. Et c'est pas tout. Il est maître fondateur que si et seulement si il rencontre le disciple qui va être capable non seulement de copier, de faire, mais aussi d'insuffler quelque chose pour le futur. Ça, c'est pas facile parce qu'on peut rencontrer un élève, on peut rencontrer un disciple, mais qui n'a pas les épaules pour ça. C'est pour ça que parfois, on va transmettre à plusieurs pour que ça ne se parle pas. On a des exemples historiques. Donc, il y a donc la deuxième génération qui, en général, va être celui qui va commencer à poser les jalons. La deuxième et la troisième sont aussi extrêmement importantes. C'est eux qui vont, entre parenthèses, je dis entre parenthèses parce que ça dépend aussi des connaissances des uns et des autres, hein, c'est toujours un peu plus ou moins, c'est ceux qui, à partir de ces jalons, vont les garder tels quels, mais vont rajouter, vont sécuriser le savoir. Ensuite, on peut dire que pendant, ça c'est sur un siècle, sur 2-3 siècles, 2 siècles, on va avoir une dizaine qui sont uniquement des knowledge keepers, donc des gens qui sont passeurs du savoir. Ils vont rien rajouter, rien enlever, ils vont le laisser tel quel.
en fonction de leur qualité, leur connaissance et bien sûr du contexte. Quelquefois, on va avoir un innovateur. Et l'innovateur, c'est après une certaine période, c'est le gars qui va être capable de faire le pont entre les périodes du passé, la période où il vit et celle du futur. C'est le génie. Il est un peu comme le fondateur, mais ce n'est pas le fondateur. C'est celui qui va expliquer les trous, les manques, les obscurités. C'est à la fois celui qui sait tout faire, qu'on pardonne difficilement, qu'on n'aime pas trop parce qu'il est trop bon, parce qu'il est trop voyant, trop flamboyant, parce qu'il a tout. Et qu'il est, il est bon. Mais techniquement, il remet tout le monde à sa place. Donc ça, en général, dans toute école, il y a toujours un gars comme ça, un ou deux. Et il a un disciple qui est dans la même verve. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est aussi bon, mais il va garder les choses. Et c'est reparti. Donc ça, c'est un peu comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très tôt, dans les arts martiaux classiques, il y a deux notions qu'on retrouve dans le bouddhisme. La première, c'est Isshin-den-shin, que tu as sûrement déjà entendu parler, et Ishi-so-den. Alors, on va les écrire comme ça, vous voyez un peu. La première, elle est extrêmement intéressante. Isshin-den-shin. Excusez-moi pour l'écriture. C'est bon, parfait. Donc, Isshin-den-shin, alors là, c'est lu en chinois. C'est donc 4 caractères. Et ça voudrait dire, si on le lit en japonais moderne, c'est Kokoro de motte, Kokoro ni tsutau. Traduction, Kokoro, vous l'avez compris, le cœur. Isshin-den-shin. Donc, une transmission qui va d'un cœur à un cœur. Donc, c'est une transmission où il n'y a pas de mots, il n'y a rien. C'est quelque chose où les cœurs du maître et du disciple sont en phase. Et là, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. C'est un peu comme la maman qui comprend, ou le papa qui comprend ce que l'enfant a besoin et lui amène avant que l'enfant l'exprime. Alors ça, c'est la force du maître. Pour ça, c'est une disponibilité qui frôle l'amour matriciel. Je dis matriciel, c'est-à-dire l'amour qui fait naître un enfant. Donc là, si on prend ça du bouddhisme, c'est un maître à l'époque prenait ça du bouddhisme et que ça lui a parlé quelque part. Et ensuite, alors là, ça c'est le côté qui fâche, qui fait mal, dans tous les arts martiaux classiques, qui ne se trouvent pas dans ces sports, c'est pas possible. C'est le Ishi-so-den. Ishi-so-den. Alors, Ishi, ça veut dire, littéralement, un enfant. Mais ça veut aussi, le Shi, c'est le Shi de Deshi, qui veut dire élève, monté, disciple. So-den, alors Ishi-so-den, j'ai marqué Shi dans le den, pardon, c'est la transmission à un disciple, à un élève, à un enfant. Donc c'est une transmission unique, seule. Donc il n'y avait qu'un, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu Highlander, il ne peut qu'en rester qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc pour limiter ou pour favoriser certaines choses. Et sur les 5, tous n'avaient pas la même transmission. Certains avaient la totale, d'autres non. Quelquefois, on faisait même combattre 2 disciples pour qu'il y en ait un qui reste. Dans l'école Ittoryu, c'est connu. Donc, oui, Game of Thrones. Game of Thrones. Voilà. Donc, quand on comprend cet aspect, la transmission, on voit comment c'est difficile, on voit que c'est pas si simple. Quand tu veux transposer ça aujourd'hui dans le monde au 21e siècle, avec Internet, avec tout ça, c'est de très beaux mots pour attirer les ouailles en manque d'ésotérisme, en manque de ci. Les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent. Arriver à un Ishi-den-shin avec un maître, c'est très complexe. Il y a la pratique, l'abnégation. Il faut complètement s'oublier. D'où le fait, on rajoute rien. On n'enlève rien. Et c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que le soke, c'est ça. Ishi-so-den, c'est ça. Voilà. On ne devient pas soke parce qu'on a envie de l'être. On devient parce que quelque chose en nous a touché le maître qui s'est reconnu lui-même en nous. On est vraiment le reflet du maître. Voilà pour cette première chose. Très, très belle. Donc c'est quelque chose qui existe partout.
C'est quelque chose qui existe partout. Bon, là, je l'ai expliqué de manière simple, on pourrait aller plus profondément dans les textes, etc. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui existe partout dans tous les styles chinois, japonais, même en penchaxilat, même dans les styles indonésiens, tout, ça existe partout. Parce que c'est de l'ordre de la relation, de la transmission. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais justement, c'est compliqué, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voilà, cette relation, ce rapport à l'enseignement. Comment est-ce qu'on choisit ce qu'on enseigne finalement à un élève ou pas? Parce que c'est pas évident. Est-ce qu'on doit tout enseigner à tous les élèves? Est-ce qu'on doit faire selon le caractère psychologique? On en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt dans les autres, la phrase que Takamatsu Sensei a dite, mais bon, n'importe quel maître aurait pu dire. Kokoro yashimaku nakereba hamon. Si le cœur, si les dispositions du cœur, pour faire une traduction un peu, si les dispositions du cœur ne sont pas satisfaisantes, si la personne est un peu, on va dire, a le cœur corrompu, on le vire. Avant, on l'acceptait même pas. Donc, pour que les cœurs, pour qu'il y ait ce face-à-face des cœurs, tiens, pas mal ça, pour qu'il y ait ce face-à-face des cœurs, et que ce face-à-face permet une phase, être en phase avec quelqu'un. Et tu vois, être en phase, ça ne veut pas dire qu'on va rester tout le temps. On peut être en phase un instant et après partir. Bien sûr. C'est pas de ça qu'on parle. C'est comme ça tout le temps, jusqu'à ta mort. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, Hatsumi Sensei à 86 ans, quand il parle de Takamatsu, c'est avec un respect mais vraiment révérentiel. Je ne suis rien sans lui et aujourd'hui, je suis encore nul. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, peu importe le maître, et j'en ai rencontré d'autres qui me disaient ouais, bon, mon maître, mais il pratiquait plus avant et il n'était pas arrivé au même niveau. Comme si un fils disait je suis mieux que papa. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Mais déjà, ça explique beaucoup de choses sur le pourquoi du comment la personne fonctionne et de la manière dont il bouge aussi et comment il traite les gens. Bien sûr. Quand tu comprends ça, tu vois que tu peux tout transmettre, tu peux tout dire, tu peux tout raconter. Parce que quand c'est en phase, c'est deux vases qui se versent l'un dans l'autre, qui vivent l'un dans l'autre, qui s'auto-soutiennent. Voilà. C'est très si tu sens quelque chose qui colle pas, tu sens que le gars, il y a quelque chose derrière lui, comme tous on peut le sentir, celui-là, je le sens pas. Celle-là, je la sens pas. Ce gars, il est trop poli pour être honnête. Ou celui-là, il fait trop gentil, mais il n'est pas comme ça. Alors, on a beaucoup de choses comme ça. Eh bien, à ce moment-là, on n'enseigne pas. Par contre, quelqu'un qui a un diplôme d'État, qui veut enseigner pour faire de l'oseille, quelqu'un qui enseigne parce qu'il a, voilà, c'est son diplôme d'État, voilà, j'ai passé un diplôme parce que je veux enseigner ça. Il ne peut pas se permettre de penser comme ça, mais il devrait avoir un code moral, un compas intérieur qui devrait lui dire, celui-là, si je lui enseigne ce genre de technique, c'est dangereux. Même du judo, même du karaté, il va l'utiliser. Je ne peux pas lui faire confiance. Celui-là, je peux lui laisser les clés du dojo et le clé de la caisse, la clé de tout, il n'y a pas de problème. Donc, il faut qu'il y ait de la confiance. La transmission, c'est pas comme l'enseignement. La transmission, quand tu regardes le terme, il est profond. Il y a le mot donc transfigurer, transpercer, et il y a la mission. C'est quelque chose qui dépasse, donc une mission qui te traverse. Toi, tu es simplement l'objet qui porte. Ça, c'est tout ce qui est soqué, etc. Maintenant, les gens qui aiment bien dire je suis chiant, maître céleste, ça ne veut pas dire ça. Je suis ça, je suis ci, je suis gradé, je suis allé au Japon, je suis allé en Chine, j'ai allé à telle université, j'ai fait là. Mais pourquoi faire tout ça? La transmission, ça doit dépasser quelque chose. Il y a de l'ordre de l'humain, du profondément humain, et c'est ce qui va te permettre de te saigner pour enseigner, si je puis permettre. Voilà. Ça ne va pas te faire mal de te saigner et de donner. La compréhension d'un savoir ou d'un message, dans le cadre des arts martiaux, des techniques de combat, ne dépend pas de l'outil de communication. Loin de là. Ce n'est pas parce que tu es un très bon communicant que la personne en face a compris. En général, pour moi, un très bon communicant, c'est un très bon vendeur. Le gars qui va utiliser énormément de thèmes ou de mots complexes, d'abord pour se montrer qu'il connaît des choses, au lieu de, quelquefois, tu sais, des mots très simples, des choses très simples, de montrer des choses simples. Voilà. La compréhension ne dépend pas de la communication. Plus la personne cherche à communiquer, moins elle cherche à faire comprendre. La compréhension, c'est quelque chose de plus profond.
D'ailleurs, moi, j'ai 5 frères. Je suis l'aîné de 5 frères. On est tous sortis du même ventre. Mm. Et pourtant, on s'entend pas toujours. Et on a le même sang. Et nos parents nous ont parlé. Moi, je suis l'aîné. Voilà. Quand nos parents nous ont parlé, certains ont écouté d'une certaine manière, d'autres ont écouté d'une certaine manière, d'autres ont écouté comme ça. Chacun a fait ses histoires. Et pourtant, ils ont utilisé le même langage, le même amour. Mais... Et on ne s'est pas compris. On les a pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, loin de là. Mais voilà. Et avec le temps, la compréhension se fait avec le temps, se fait avec l'expérience, se fait avec l'étude, se fait avec beaucoup de choses, se fait surtout avec l'extérieur. Quelquefois, pour comprendre l'intérieur, il faut peut-être écouter ce qui se passe à l'extérieur tout en gardant une oreille bien ouverte ici. Il ne faut pas complètement la fermer. Il y a autre chose. Alors, moi, j'ai vu plusieurs vidéos de toi, je vois un peu en discutant avec toi, et je me demande, est-ce que tu penses qu'il faut être très sérieux, très strict dans l'étude d'un art martial classique, ou est-ce que l'humour et la bonne ambiance, entre guillemets, a sa place sur les tatamis, ou dans le lieu de pratique, peu importe? Alors, d'abord, je pense l'avoir dit dans les interviews précédentes, souvent sérieux, ça rime avec rigidité. Mm. Quelqu'un de sérieux, c'est rigide. Quand c'est trop sérieux, trop concentré, on oublie ce qu'il y a autour. Euh, quand on pratique et on étudie quelque chose qui est déjà extrêmement sérieux, Mm. pourquoi ajouter plus de sérieux à ce qui n'existe déjà? Première chose. Ensuite, euh, quand on voit comment l'individu, l'être humain en général, alors bon, bien sûr, il faudrait voir ça au cas par cas, mais c'est un peu difficile, mais notre capacité à nous concentrer, à recevoir un enseignement, à savoir, je pense que plus la personne se sent en confiance, mieux elle apprend. Donc pour ça, il y a un grand travail de la part du maître, de l'instructeur, de l'enseignant, de l'ami, de l'ancien, un travail humain extrêmement complexe, extrêmement difficile, d'ouverture. On doit être à la fois maman, papa, grand frère. C'est extrême et en même temps recteur et censeur, Mm. sans vouloir faire mal. C'est pas facile. Je pense qu'il faut être. Enfin moi, mon attitude personnelle, c'est une extrême rigueur envers moi-même, mais beaucoup de légèreté envers les autres. Très Je suis pas bien. là pour leur dire entraîne-toi, fais ci, fais ça. Je te le dis, tu le fais, c'est bien pour toi, tu le fais pas, ne viens pas me voir me dire, ah, Kassem, excuse-moi, je peux pratiquer, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je peux pas venir en cours. Je te mets pas le couteau sous la gorge. Une personne qui vient en retard, même à 30 minutes, même à 1 heure et qui vient à l'autre heure, je vais pas l'engueuler. Au contraire. Tu as fait un effort. Moi, Mm. je suis toujours pour saluer l'effort. Mm. Toujours pour saluer l'effort. Ensuite, on verra, chemin faisant, avec le nombre d'années, comment les choses vont évoluer pour la personne. Je pense qu'il faut que ça soit tranquille, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit relax, pas tendu. Il ne faut pas que ça fasse un peu comme dans Karate Kid. Dans ce dojo, nous ne craignons pas la terreur. Oui, sensei. Pour ceux qui connaissent ça, c'était génial Ouais. ça. Je pense que il faut pas faire le samouraï. Première chose, il ne faut pas chercher à être plus japonais que les japonais. Alors là, ça, moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas quand je vois la personne qui est née dans un pays étranger et qui veut faire plus japonais que les japonais, pensant que Mm. ça va apporter quelque chose de plus à l'art. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas une attitude austère, rigide, sérieuse, à outrance, qui Mm. va apporter plus d'efficacité. Au contraire, ça va nous montrer qu'on est con, stupide, fermé, égocentré, et c'est pas le meilleur moyen d'avoir des élèves, ou à moins d'avoir des élèves qui pensent comme ça. Mm. Je pense qu'il faut toujours avoir une approche ouverte, bienveillante, parce que ce sont des techniques dangereuses, donc raison de plus pour être encore plus bienveillant, et, toujours privilégier l'élève dans sa totalité, c'est-à-dire faire attention à lui, quelquefois même faire attention à lui contre lui-même, ça c'est Mm. le plus compliqué. Euh, le sérieux doit être, enfin, la rigueur doit être uniquement pour la pratique personnelle en solitaire. Il faut être rigoureux envers soi-même. Par contre, on ne peut pas, et il ne faut pas, à mon sens, je pense même plus qu'à mon sens, en regardant, il ne faut pas demander aux élèves d'être rigoureux. Il ne faut pas leur imposer une discipline. Il faut leur laisser le choix, les mettre face au choix et qu'ils soient conscients dans le choix. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est de leur faute. Si Mm.
toi, en tant que professeur, maître ou quoi que ce soit, tu es toujours au top, tu fais toujours ce que tu peux, tu es toujours là, et que techniquement, tu es irréprochable, et que dans l'attitude, bah, écoute, l'exemple, il est là. Si lui n'y arrive pas, c'est pas ta faute à toi. Même si tu l'as gradé. Le grade ne signifie rien là-dedans. Il est lui, il vit pour lui. Chacun creuse son trou. Chacun creuse son trou. Il n'y a personne qui va te tenir la chandelle. S'il la tient, c'est que déjà, il t'aime pas trop. Hein? Donc, non. Tu lui donnes les outils, à lui de trouver le lieu et l'endroit. Et de faire attention à comment il utilise les outils. Voilà. Très très beau Ça, discours, pour moi. encore une fois. Est-ce que tu penses que l'image véhiculée par certains médias, par exemple, je prends un exemple pragmatique, pratique, le ninja, l'image qui a été véhiculée par les mangas, par... voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est plutôt négatif pour nos disciplines ou est-ce que tu penses que ça n'a pas d'impact ou plutôt un impact positif? Bah, écoute, moi, je suis tombé là-dedans. J'aime bien. Quand tu es un gamin, tu vois Spider-Man, quand tu vois Zorro, quand tu vois Batman, qui sait que ça va pas créer une vocation en toi. Alors, je dis pas de s'habiller, mais peut-être devenir un technicien, un grand ingénieur, de créer quelque chose parce que bon, bah, Batman avait ça ou parce que Iron Man, Tony Stark était ça. Bon, bien sûr, faut pas aller loin de dire tiens, je vais trouver une araignée, je vais la mettre dans la radioactivité, elle va me piquer. J'ai pensé à ça quand j'étais gosse, mais j'étais gosse. Mais l'image derrière l'image du ninja qui fait ça, moi, elle m'a fasciné. Elle me fascine encore. Mais maintenant, elle me fascine avec l'âge que j'ai. Elle me fascine moins. Mais je comprends qu'un enfant peut être touché avec ça et je l'accepte. Maintenant, je ne vais pas le détruire parce que moi, je ne l'ai pas détruite. Bien au contraire, j'ai rencontré des maîtres qui m'ont dit voilà, j'ai étudié, voilà. Elle est intéressante, elle est bien. Le côté négatif, c'est comme dans toute chose, hein. C'est comme pour les religions, c'est comme pour tout, c'est les gens qui vont prendre les choses à la lettre et qui ne vont pas avoir les barrières qu'il faut et qui vont créer malheureusement une forme de fanatisme. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, elle apporte beaucoup, l'image, parce qu'elle amène des gens. Elle en éloigne aussi. Bien entendu, quand tu parles de ninja, c'est pas sérieux, parce que y a tout un folklore derrière. Mais c'était pareil avec l'image de karaté, de kung-fu à l'époque des films de Bruce Lee, etc., etc. Il y a toujours dans l'image ces deux aspects, le positif, le négatif, quelque chose qui va t'amener quelque chose de bon, quelque chose qui est réfractaire, quelque chose que tu ne peux pas combattre. Moi, personnellement, je la combats pas, cette image. Je la combats pas, puisque elle a été très sympa avec moi, elle m'a fait rêver. Je l'ai étudiée, maintenant je sais d'où elle vient, et comment je me positionne par rapport à elle, et en fonction des gens qui vont me rencontrer, qui vont me parler. Je ne vais pas dire je pratique le ninjutsu, je suis un ninja, jamais de la vie. Déjà, quand on comprend le terme ninja, en japonais, la signification que ça veut dire, eh ben, on ferme sa bouche parce que c'est très profond. Après, bien sûr, historiquement, tu as plusieurs appellations pour le ninja. J'en ai dans la version anglaise, je les ai tout expliqué en japonais. Je les écris en japonais, je les explique et je dis à quelle période et dans quel texte elles viennent. Donc, tu as plusieurs appellations pour définir le ninja ou une forme de ninjutsu et sa pratique en général liée avec l'observation, l'espionnage, la désinformation, l'assassinat, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, le terme en lui-même, shinobi no mono, donc c'est une personne qui endure, qui persévère et qui va loin dans la persévérance, qui va très loin dans la patience, qui cherche l'ultime état de patience et de persévérance. On arrive à la fin de ces 7 heures d'interview. 7 heures où Kassem s'est vraiment décarcassé pour vous. Vraiment, vous imaginez pas, mais il a fait 7 heures à parler sans arrêt quasiment, hein, parce que là, il a été très bavard en plus, il vous a donné plein d'indications. Si vous n'avez pas vu les 6 autres interviews, vous y allez de suite, s'il vous plaît, hein, parce que là, quand même, il a donné du temps. Il n'a pas pris de pause. Il n'a pas pris de pause, sauf les temps techniques pour que je change une caméra. Non, mais vous vous rendez pas compte. Mais une patience à toute épreuve. Donc vraiment génial. Voilà, donc on va terminer cette interview avec les 2 questions habituelles. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la transmission que tu voudrais que tu voudrais aborder, qu'on n'aurait pas abordé, ou un point qu'on n'aurait pas assez développé? Oui. Donc le terme de transmission, en général, ça c'est quelque chose qu'on utilise dans le langage français, bien entendu, et qui nous parle. En japonais, c'est le terme de den.
Et voici comment il s'écrit. Alors, c'est dans ce que j'avais dit, Ishinden, Shin, Ishiso Den. C'est le Den. Donc, voici le caractère. Je sais pas si on le voit bien là. Bon, là, c'est celui-là. D'accord. Et aussi, dans le cas, quand on veut traduire le mot Dento, qui veut dire tradition. Donc, voilà, ça, c'est un truc très intéressant. Et dans ce caractère de Den, voilà. Alors, ici, il se coupe de deux manières. Il y a cette partie à droite et la partie à gauche. La partie à droite, c'est la personne, l'homme. Et la partie à gauche, c'est le caractère de dire. Donc, en fait, si on traduit ça, c'est Shitoga Iu, une personne, homme ou femme, parle. Et une autre entend. Dans le cadre des arts martiaux, dans ce que nous pratiquons, ça voudrait dire qu'il y a un maître qui parle, qui démontre, nous qui regardons, qui entendons. Le terme transmission ne veut pas dire qu'il cherche à te faire comprendre. Il n'est pas en train d'expliquer, il n'est pas en train d'argumenter, il démontre, il montre. Voilà. Au disciple d'avoir la capacité de le faire. Il faut comprendre un peu la transmission comme si tu regardes de temps en temps les concours de danse très haut niveau, style chorus line ou tout ce qui est danse classique, etc., etc. Ou même pour les danseurs qui vont danser pour les grandes stars internationales. Donc, ils arrivent, ils sont une centaine, 200, et on fait une sélection. Et sur la sélection, tout de suite, donc il en reste une vingtaine, 30, il y a le chorégraphe qui arrive et qui, hop, il montre une fois le mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il stoppe, à voir qui l'a retenu. Celui qui a retenu, il reste. Et ça, pour un danseur, c'est tout à fait normal. Dans le monde de la menuiserie, mon défunt père était menuisier, béniste qualifié, et il faisait des choses. Je sais pas, t'as appris ça à l'école? Il me fait non, je l'ai appris en regardant. Je pense que les personnes de la génération de mon père et même avant ont appris en regardant. Donc, dans le principe de transmission, il y a ça. Tu vois, ça revient aussi poser des questions ou ne pas, etc. Il y a d'abord un travail, il y a le maître qui fait un travail et le disciple qui a un rôle à jouer. Voilà. Mais on ne peut être disciple que si on se discipline soi-même. Dans le mot disciple, il y a discipline. On ne peut pas être un disciple, on ne peut pas se considérer soi-même comme disciple si on n'est pas dans la discipline même. Et à partir de là, on voit les choses. Donc, c'est quelque chose de très important dans la transmission. Il faut un maître, il faut un disciple, et il faut qu'il y ait quelque chose qui donne du sens, qui ait du sens, qui donne une direction, une orientation. Sinon, ça ne sert à rien. Et il faut qu'il y ait une forme d'altruisme profond entre les deux pour qu'il y ait cette transmission. Cette phase. Voilà. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas ça, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter. On pourra en parler, bien sûr, dans le futur. Il y a énormément à dire sur la transmission, sur le DEN. On peut en parler en fonction des écoles, en fonction des maîtres. Mais déjà, pour ça, il y a tes livres. Je ne sais plus si j'ai dans cette interview ou pas, mais il y a dans celui qui va sortir aussi, Takamatsu, sur la pratique. Alors là, c'est du pur DEN. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de... Comme tu l'as dit, c'est pas simplement du ninjutsu. On va parler du ninjutsu, bien entendu, et Takamatsu en parle, mais il parle de tous les arts martiaux. Moi, quand j'ai rencontré Atsumi Sensei, c'est quelqu'un, avant de rencontrer Takamatsu, il était 5e dan de judo à 25 ans, et 7e dan de karaté, il est plusieurs fois Menkyo Kaiden de plusieurs écoles, il a enseigné le judo, il a fait plusieurs compétitions, il était dans la boxe et tout. Donc, quand il rencontre Takamatsu, il a 27 ans, il a déjà une montagne. Mais dans Takamatsu, ça marche pas. Rien ne fonctionne. Takamatsu, il a 70 ans quand il le rencontre. Et là, ça lui pose un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment? Pourquoi? Et donc, il décide d'arrêter tout. Et c'est pas facile d'apprendre à désapprendre. Pour apprendre à désapprendre, il faut apprendre à désapprendre. C'est le vrai Shoshin. Parce que quand on est Shoshin, il faut vraiment enlever tous les filtres. Je dis souvent des gens qui me disent ouais, j'ai entendu dire tel maître, enfin dans le cadre du Bujinkan, d'Atsumi, du Ninjutsu, j'ai entendu dire Atsumi, il m'a dit ça. Je fais ouais, c'était qui le traducteur? Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas, qu'entre ce qu'il dit, ce qu'il montre, toi, ce que tu as compris, ce que tu vas faire et comment tu vas le faire, il y a déjà 3 filtres. Et encore, je suis gentil, j'en mets que 3. Ton filtre éducatif, ce que tu viens, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu es venu faire ici et qu'est-ce que tu veux faire avec l'art.
Et ces trois choses, c'est très complexe. Hein. Souvent, dans le den, il y a trois grands aspects qui sont liés les uns aux autres et tu ne peux pas les éviter. Il y a le shinden, tu as sûrement déjà entendu parler de ce terme-là, mais tu vas voir avec une autre graphie, le taiden et le kuden. Alors allons-y. Le shinden, c'est pas le shinden de kaminoden, à savoir la transmission du kami, c'est le shinden, à savoir le cœur, la transmission du cœur. Qu'est-ce que c'est que la transmission du cœur? C'est toutes les fois où tu as été à côté du maître instructeur, tu as vécu avec lui, tu l'as vu voir, tu l'as vu interagir avec différentes personnes, toutes les fois où il a montré les techniques, toutes les fois où tu l'as vu, et tout ça va créer l'image du maître au fond de toi. Donc c'est la transmission de l'image du maître que tu as dans le cœur. Le taiden, c'est la transmission corporelle, c'est toutes les fois où tu as été hooké avec lui ou pas, toutes les fois où tu l'as vu marcher, parler, voir, toutes les fois où il a démontré la même technique, mais sous des angles différents, à des âges différents. À ça s'ajoute toi et ta relation avec la pratique, donc la transmission au niveau, parce que la transmission ne se fait pas simplement de fait de recevoir, c'est comment tu pratiques aussi. C'est ce qui éveille, qui vivifie cette transmission. Et finalement, le kuden, ce qu'on appelle la transmission orale, qui ne sert à rien si et seulement si, phrase mathématique, si et seulement si, il n'y a pas l'expérience qui va derrière. Pour donner un exemple que tout le monde va comprendre, tous ici, tous ceux qui m'écoutent, hein, même ceux qui ne m'aiment pas ou quoi que ce soit, tant mieux, je vous dis salut en passant, a eu de la part de son père un jour cette phrase-là: quand tu auras mon âge, tu pigeras, tu comprendras. On verra quand tu auras mon âge. Quand tu auras femme et enfant, tu verras. Alors, quand on entend ça et qu'on n'a pas le même âge, qu'on n'a pas femme et enfant, qu'on n'a rien, dit qu'est-ce qu'il raconte le vieux, c'est quoi, voilà. On est tous rentrés dans une phase de rébellion et c'est normal, c'est de la même manière que lui avec le grand-père, etc., etc. Mais il a raison. C'est ça un kuden. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre ce que je t'ai dit à l'instant T parce que tu n'as pas l'expérience qui va avec. Donc un densho, un makimono, s'adresse à la personne qui m'a vu, qui m'a connu. Et je vais lui écrire ce qu'il risque d'oublier peut-être. Et souvent je marque kuden, que les gens traduisent stupidement par transmission orale. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je t'en ai déjà parlé. Le reste, je t'en ai déjà parlé. Tu l'as déjà vu avec moi. Donc, la transmission orale est là pour te rappeler ce que tu as déjà vécu en visu, en vrai avec moi. Et il faut comprendre quelque chose de très important. Toi qui étudies l'histoire géo et qui l'enseigne, tu sais qu'au début des civilisations, avant que le système d'écriture commence, ce qui nous caractérisait, c'était d'abord le langage et c'est la transmission orale qui était le véhicule du savoir. Et qu'est-ce que la transmission orale a de plus que la transmission écrite? C'est qu'elle impose une capacité mémorielle, une capacité de mémorisation, j'ai envie d'utiliser le mot diabolique, mais c'est pas bon, mais extrêmement précise. Tu dois non seulement être capable de répéter mot à mot, mot pour mot, mais pour aller encore plus loin, le rythme, les temps, sans réfléchir. Parce que dès que tu commences à réfléchir, on est dans l'écriture. Dans l'écriture, tu vas donc écrire ce que tu entends. Mais si dans le cadre, par exemple, du japonais, ou d'autres langues, comme l'arabe, où quelquefois le mot il est polysémique, ou quelquefois le kanji n'est pas pareil, tu vas écrire ce que toi, tu penses. Il y a un filtre. Et si en plus tu écris après qu'il ait parlé, et qu'il ne veut plus répéter, donc, bien entendu, attention, je ne minimise pas la transmission écrite, hein, loin de là, loin de là. Mais elle est toujours sujette à... C'est pour ça qu'après ça, il faut vraiment prendre de la distance et il faut savoir. Donc, la transmission orale ne peut marcher, le kuden ne peut marcher que s'il n'y a pas le taiden et le shinden. Et ça, que ce soit des termes japonais, on s'en fout, ça marche dans tous les styles. Ça marche pour tout être humain. Et ça fait le point avec une question que tu m'as évoquée dans la dernière interview que je t'ai pas reposée. Est-ce que tu penses qu'un enseignant qui enseignerait, par exemple, sans faire sentir à tous ses élèves, il perdrait un canal de transmission? Sans faire quoi? Sentir, sans faire passer en tant que hooké chacun de ses élèves. Est-ce que pour toi, par exemple, quand tu enseignes, tu fais sentir la technique à tous tes élèves? Est-ce que tu les fais... il faut. C'est indéniable. C'est indéniable. Bon, quand tu as 100 élèves, c'est un peu difficile.
Mais il faut essayer de le faire une fois, c'est un bon challenge par rapport à toi-même pour voir physiquement jusqu'où tu vas tenir, si tu as la patience de le faire. Mais faire sentir à l'élève, c'est de la patience. Oui, c'est un travail. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de profs montrent à 2-3 élèves, puis ils restent comme ça et regardent. Faut pas enseigner dans ce cas-là. Il faut passer par les élèves, il faut passer par l'enseignement, il faut passer par le toucher. Quelquefois on peut, quelquefois on peut pas. Si on peut pas, alors on essaye de trouver un autre vecteur. Dire écoute là je peux pas, je suis un peu fatigué, j'ai mal là, ou là j'arrive pas, écoute là je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, ou dire tout simplement je suis nul, je sais pas le faire. Voilà. Mais la sensation, c'est les arts martiaux, il faut passer par ça. Il faut passer par ça. Maintenant, le professeur qui refuse, parce qu'il y a aussi celui qui veut sentir. Et celui qui veut sentir va se mettre dans un état, je veux sentir. Donc il faut créer un peu tout ce qu'il faut préalablement pour vraiment sentir correctement. Et ça, c'est pas facile. Donc, il faut déjà mettre l'élève dans une condition où, vas-y, lâche-toi, attaque, vas-y, lance. Mais tu veux vraiment sentir, il faut que tu lances. C'est pas facile. C'est pas facile. Et il faut beaucoup prendre sur soi. Énormément. Énormément. Je te remercie pour ta réponse. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu me poser, toi, sur la transmission ? Qu'est-ce que c'est pour toi, la transmission ? C'est gros, ça. Vous avez 8 heures. La transmission, c'est la vie, pour moi. Quand on transmet son expérience, son vécu, et on donne de l'avance aux autres. Moi, je suis enseignant. La première fois où j'ai dit que je voulais enseigner, j'ai pas dit le mot enseigner, mais j'ai dit je vais être maître d'école, j'avais 3 ans et demi. J'allais pas à l'école. Mais j'avais un petit frère et je savais déjà que je voulais lui apprendre pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Mon petit frère parce que tu es un petit frère, parce que tu es un grand frère. Et c'est ça la vraie chose, c'est que tu veux aider ton frère. Voilà. Ça, c'est beau. C'est très, très beau. Et c'est de là que ça vient. Et pour moi, voilà, la transmission, c'est ça, c'est éviter aux autres les écueils qu'on a pu vivre, leur faciliter le chemin. Je dis souvent que pour moi, les arts martiaux, c'est une grande montagne que chacun va reprendre par son chemin. Et s'il y en a qui veulent prendre le même chemin que moi, leur défricher un peu, s'ils peuvent éviter certaines galères, des blessures, même si, j'ai qu'une petite expérience. Déchiffrer, baliser, voilà. Poser des petits points à droite à gauche. Tout en leur laissant quand même quelques broussailles pour que dans l'adversité, ils progressent. Non, mais voilà, t'inquiète pas, elles vont pousser. Quoi qu'il arrive. Mais voilà. Pour moi, c'est ça, la transmission. Très bien, très très bien. Je te remercie. Merci pour tout. Merci pour ta patience. C'est moi. Vous pouvez le retrouver. Voilà, il a passé les 7 heures d'interview. Donc, allez le retrouver sur les réseaux sociaux. Allez acheter ses livres si vous voulez en savoir encore plus. N'hésitez pas à poser des questions. Je lui ferai remonter les questions. S'il a le temps, il y répondra directement. Et puis, peut-être d'autres projets, on verra. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'était vraiment un grand plaisir de t'interviewer. Tout le plaisir pour moi. Hein. J'ai simplement répondu à des bonnes questions. J'ai posé des bonnes questions et c'était très, très, comment dire, très belle hospitalité. C'est chaleureux, donc on ne peut que bien répondre. Merci. Ça me touche beaucoup. Vraiment, merci. Et tu as répondu, enfin ça se voit, tu réponds avec bienveillance, sincérité, simplicité. Quand je dis simplicité, c'est que tu n'as rien essayé de cacher. Voilà. Et puis merci pour tout. Merci. Maintenant, c'est à vous de jouer, partager, commenter, liker. Vous connaissez tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez en connaître plus sur le travail de Kassem, on vous met ces différentes conférences en anglais et puis ces livres en français et en anglais. Voilà. N'hésitez pas à aller vous documenter. C'est très très riche. On vous dit à très vite. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.